Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un épisode hors série de La Relève au micro, un balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Je suis Claire Bardin, votre hôte aujourd'hui, mais également heureuse co-directrice bénévole au sein de la Jeune Chambre de commerce de Montréal pour la programmation et le contenu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec deux invités de marque. D'une part, Nézane Saran, qui est entrepreneure innovante dans l'intelligence artificielle, notamment au service de la gestion de nos eaux, avec son entreprise Can Forecast. Et d'autre part, Sylvain Amoros, qui est professeur associé à HEC Montréal et également à la chaire de recherche en commerce électronique. À tous les deux, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au numérique, à l'intelligence artificielle et à l'impact sur le climat, l'impact ou les manières dont peut-être ça peut servir le climat. Avant toute chose, j'aimerais peut-être qu'on fasse un premier pas de réflexion avec nos auditeurs et nos auditrices. Quand on parle de numérique, on parle de quoi exactement? Peut-être, Sylvain, tu peux déjà nous donner quelques éléments de réponse. De quoi il s'agit dans le numérique finalement? Qu'est-ce qu'on met? Alors, si on veut faire un premier lien entre le numérique et l'impact sur le climat, je me souviens, comme vous l'entendez dans ma voix, je suis immigré ici, mais quand je suis arrivé il y a 22 ans, je voyais des gens arroser leur driveway avec leur hose d'eau. Et ça me paraissait surprenant parce que l'eau est une ressource en quantité limitée. Évidemment, au Canada, on a 20% des réserves d'eau mondiales, donc des fois, c'est simplement par manque de sensibilisation, hein, la façon dont on agit. Je dirais que sur le web, c'est exactement la même chose. Le numérique, aujourd'hui, on nous vend que c'est du cloud, de l'info nuagique, que l'Internet est dans les nuages, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, le numérique, c'est 7 à 8% de l'électricité mondiale. C'est plus que certains pays, comme entre autres le Canada, l'Allemagne, la France. C'est 4% des émissions totales de gaz à effet de serre sur la planète, alors que l'industrie de l'aviation n'est que de 2%. Donc on a l'impression que le numérique est totalement dématérialisé, mais c'est pas vrai. C'est des gros câbles en dessous de l'océan. Et c'est aujourd'hui 34 milliards de terminaux en circulation. Okay? Donc ça veut dire, quand je parle de terminaux, c'est d'appareils. Donc on a un petit peu moins, entre 8 et 10 appareils par personne. Je parle des pays à fort PIB, on va dire. Donc ça, c'est quoi? C'est le téléphone, c'est l'ordinateur, c'est notre tablette, c'est notre montre, c'est un téléviseur connecté, c'est un frigo qui peut être connecté. Donc il y a énormément d'appareils. Et c'est tous ces appareils-là, dans le fond, si on regarde un petit peu la pollution du numérique, il y en a un petit peu plus de la moitié qui vient de la fabrication de ces appareils-là. Parce que, évidemment, ça prend énormément d'extraction. Hein. C'est pas parce qu'un téléphone est tout petit, donc il faut environ 650 kilos de matière pour fabriquer un téléphone. Puis là-dessus, il y a évidemment beaucoup de matières rares. Et de l'autre côté, en termes de pollution, il y a aussi le fait que une fois qu'on a un appareil, il faut bien se connecter au réseau, donc il faut avoir de la bande passante. La bande passante, on peut la matérialiser avec de l'eau, donc il faut se connecter. Il faut être capable d'aller chercher de l'information à un serveur. Et aujourd'hui, ce qui amplifie toute cette consommation-là, c'est que l'eau qu'on consomme, en fait, il y a plus de 80% qui est de la vidéo sur Internet. Donc, évidemment, on est passé d'un câble coaxial à maintenant la vidéo par Internet. Quand on parle on a coupé notre câble à la maison. Donc, évidemment, tout ça, ça augmente cette consommation-là. Et la problématique, c'est que on est confronté à une augmentation qui pourrait monter en 2030 jusqu'à 14 à 15% des GES mondiaux, soit une augmentation fulgurante. 2030 aussi, pourquoi? Parce que c'est
la date que le GIEC nous a annoncée dans son dernier rapport où le réchauffement climatique allait atteindre 1,5% en toute certitude. Et ce 1,5 degrés, ce 1,5 degrés-là est aussi la limite dans laquelle la Terre est encore vivable et où l'espèce humaine peut s'acclimater, on va dire. Passer ça, on parle de montée des océans, on parle d'un paquet de problèmes. Donc, voilà, je dirais que le lien entre le numérique, donc pour revenir à la question initiale, c'est qu'il y a une dissonance entre sa dématérialisation, la petitesse de nos appareils, et au contraire, l'impact majeur qu'on peut avoir. On parle d'autant plus en plus du virage numérique qui est à prendre par nos PME, nos grandes entreprises, même aussi ici au Québec. Donc je pense que ce virage numérique a un coût pour l'environnement aussi. Donc ton propos est hautement pertinent. Puis ça m'appuie simplement sur la pertinence d'avoir Nezhan à notre côté parce que tu parles de l'importance de l'eau pour servir le numérique. Nezhan, toi, ton travail, c'est aussi ça, de promouvoir, de préserver nos eaux grâce à ton entreprise et l'intelligence artificielle. Dans quelle mesure l'intelligence artificielle, toi, dans ce que tu observes en tout cas et à ta connaissance, tu es capable de penser ou de concevoir que oui, elle a des impacts peut-être sur l'environnement, mais qu'elle va davantage servir l'environnement et le climat que peut-être le desservir? Est-ce que tu voudrais nous toucher un mot de l'importance de l'intelligence artificielle dans cette grande lutte finalement qui est assez pressante au vu de ce que nous présentait Sylvain pour les prochaines années? Ah oui, ça c'est une grande question. Je vais juste apporter peut-être ma petite contribution. Ça va pas être beaucoup par rapport à l'envergure de la question. Après, c'est sûr que tout ce que Sylvain a dit est 100% correct. On dématérialise le cloud, mais en fait, on se réalise pas que c'est beaucoup de serveurs, beaucoup de puissance de calcul, beaucoup de terres rares, et ça va continuer. Après, le fait est que, on arrive dans une situation où de plus en plus, la technologie, c'est pas nécessairement quelque chose que je crois en tout cas qu'on peut arrêter. Parce que ça va avec le développement économique aussi de tous les pays. Et puis aussi, on arrive dans une situation où le climat, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas nécessairement. La plupart des modèles climatiques, ils ont énormément d'incertitudes. Et pour comprendre un peu plus ce qui arrive, souvent, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'instrumenter beaucoup plus. Donc, tous les satellites qu'on met dans l'atmosphère, c'est des choses qui sont importantes pour pouvoir savoir où est-ce qu'on s'en va, les ballons sondes, etc., pour avoir de la meilleure modélisation du climat. Donc, quelque part, ce qu'on espère, c'est qu'en instrumentant via le numérique, on va mieux comprendre ce qui arrive, on va pouvoir peut-être empêcher certaines catastrophes parce qu'on aura une meilleure caractérisation du climat. Donc ça, c'est peut-être une idée un petit peu globale de où est-ce qu'on s'en ira avec le climat. Maintenant, en parlant de l'eau, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment une toute petite part de ce qu'il y a à faire. Il y a vraiment beaucoup de travail à ce niveau-là. Donc, nous, on travaille avec les municipalités, les agences gouvernementales principalement, puis aussi les promoteurs immobiliers maintenant. Ce qu'on les aide à faire, c'est savoir où est-ce qu'ils ont potentiellement des fuites d'eau dans leur réseau pour les réparer et où est-ce qu'ils risquent d'en avoir dans le futur, tant au niveau de l'eau potable que de l'eau usée, en gros, réparer avant que ça casse. Donc ça, c'est vraiment la petite partie, mais pour la grosse question, tout ce qui est climatique, c'est qu'on espère que l'impact net du numérique sera positif plutôt que négatif. J'aime ça. Est-ce que toi, Sylvain, tu as un regard par rapport à l'intelligence artificielle? Si on croise un peu vos deux réalités, tu es un expert du numérique, mais est-ce que tu es déjà en mesure d'avoir un premier point de vue sur ce qui se dessine? Parce que l'intelligence artificielle, j'ai l'impression qu'on n'a encore rien vu. Le climat, on commence à bien savoir c'est quoi nos responsabilités pour les prochaines années. Est-ce que ça fait bon ménage, ces deux grosses dimensions-là? Est-ce qu'on est capable de le dire déjà? Alors, je suis expert en marketing numérique et je dirais que donc là, je ne vais pas nécessairement parler des recherches universitaires qu'on fait, mais plus de mon background d'entrepreneur. Et le plus gros consommateur aujourd'hui d'intelligence artificielle, c'est malheureusement le marketing. Et les deux plus gros clients et investisseurs, c'est qui? C'est Google et
aujourd'hui Meta, mais à l'époque Facebook. Donc, oui, il y a un lien énorme. Et à la limite, pour reprendre tes propos, Nathan, je pense que on peut pas être contre la technologie. Internet n'est pas la première technologie qui a été mise en place. Le problème, c'est ce qu'on fait avec cette technologie. Donc, des entreprises comme la tienne, c'est fabuleux, ça a un impact concret. D'utiliser l'intelligence artificielle à des fins marketing pour créer de la surconsommation, pour maximiser l'économie de l'attention, pour rester encore plus longtemps dans une interface de médias social qui a évidemment, qui va nous proposer cette intelligence basée sur les contenus qu'on voit le plus et proposer un modèle publicitaire avec des entreprises évidemment qui vont investir pour avoir cette audience. Je pense que la problématique est là. Quand je reprends la technologie, donc moi en tant que professeur, j'aimerais voir beaucoup plus d'investissement en termes de... On parle beaucoup de problèmes d'accès à la santé aujourd'hui. Comment l'intelligence artificielle peut aider le milieu de la santé. Évidemment, la mobilité est source de GES. Comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour limiter nos déplacements. Avec l'eau, justement, on vient de passer la 6e ressource planétaire sur une limite de 9. Qui est celle de l'eau verte, donc celle des végétaux. Donc, autrement dit, les arbres n'ont plus assez d'eau aujourd'hui pour se nourrir. Et on l'a bien vu avec les feux de forêt cet été. Alors, encore une fois, la façon dont tu mets l'intelligence artificielle au service de la préservation de l'eau, en effet, c'est une bonne utilisation. Mais l'utiliser à des fins de performance de profit, de performance marketing, voilà, il y a une dissonance totale entre la bienveillance que pourrait apporter une technologie et l'impact à la fin de la journée. Tout à l'heure, je parlais des médias sociaux. Il y a une statistique aussi qui m'avait choqué dans les revues de littérature, c'est le fait qu'aujourd'hui, un Canadien va passer 34 ans de sa vie devant un écran. Ah ouais, wow. Incroyable. C'est incroyable. Puis, je veux dire, l'humain, on n'est pas fait pour être sédentaire. Donc, et c'est là où on voit, oui, c'est un épisode sur le climat, mais la première conséquence du réchauffement climatique, c'est avant tout social. Et dans ce cas-là, l'impact de l'intelligence artificielle sur le numérique au niveau de l'économie de l'attention, elle est avant tout sur la santé des gens. Donc, lié, c'est incroyable. Voilà. Ouais. Peut-être tu l'as dit, Sylvain, ça nous prend des entrepreneurs d'impact qui vont mettre au service du climat des ressources numériques comme l'intelligence artificielle. Nézan, est-ce que tu veux me dire un mot de qu'est-ce qui t'a amené C'était quoi tes valeurs Quelles sont en fait peut-être même encore au présent tes valeurs Qu'est-ce qui a fondé toi, ton parcours, mais qui a donné lieu maintenant à l'existence de ton entreprise? Quelle mission ambitieuse tu vous êtes donnée quand même avec ton entreprise et ton équipe pour le climat? Est-ce que c'est un concours de circonstances ou est-ce que tu as toujours su que tu allais entreprendre pour préserver nos ressources finalement? Oh mon Dieu, je vais vraiment décevoir sur cette question-là. L'humilité de l'entrepreneur, toujours. Non, c'est vraiment un concours de circonstances. En fait, moi, j'étais à Environnement Canada avant ça. J'étais... programmeuse scientifique, donc en environnement certes, mais peut-être plus au niveau de la programmation pour prévoir la météo, justement, le temps violent. Et en fait, c'est complètement par hasard. En fin 2016, il y avait une compétition de programmation qui s'appelait Aqua Hacking, qui s'est lancée par la fondation de Gaspé Beaubien. Et il y a juste un collègue, en fait, à moi qui m'a dit « Est-ce que tu veux participer? Bon, c'est à temps partiel, ça a l'air intéressant, c'est pour l'environnement et tout ça. » J'ai fait « OK ». Et le but, c'était de développer une solution pour préserver la ressource en eau. Donc, en fait, toute l'équipe, on s'est mis à développer ce qu'on a appelé un faux baignade, en fait, qui était une première version d'un modèle préliminaire de prévision de qualité de l'eau, en fait, qui utilisait du machine learning. Et en fait... il se trouvait que le modèle était efficace, en fait, pour la plage de Verdun à la ville de Montréal. Et on l'a présenté à la finale. Et la ville de Montréal était sponsor de la compétition.
Donc, ils nous ont dit, c'est intéressant ce que vous faites. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne un petit contrat pour le développer? C'est un petit contrat. C'est pas de quoi lancer une entreprise. Mais ça avait l'air intéressant. Puis, la fondation de Gaspé Beaubien qui a organisé le hackathon nous a poussé aussi. Donc, là, j'ai pris une sabbatique. J'ai dit, écoute, si ça marche pas, je retourne à Environnement Canada. J'aime beaucoup mes collègues, donc c'est pas grave, je vais revenir. Et ça a donné que de fil en aiguille, à la fin de la première année, il y avait quand même du potentiel, donc on a continué. C'est vraiment complètement, on va dire, les accidents, les séries d'accidents qui ont lié à mon parcours entrepreneurial. Au niveau de notre mission, c'est sûr qu'on est vraiment dans la préservation de la ressource en eau, que ce soit pour l'eau potable ou l'eau usée, parce que le cycle de l'eau est pas mal interconnecté, justement. On discutait avec tout ce qui est l'économie de l'attention, qui est lié à la santé, qui est lié au serveur. Enfin, tout est vraiment en vie dans un monde interconnecté. Donc, nous, c'est plus au niveau de la préservation du cycle de l'eau, donc tout le cycle au niveau de la production, le traitement, jusqu'à l'achemination dans les eaux usées. Après, c'est sûr que on est vraiment une toute petite goutte dans tout ce qu'il y a à faire. Je veux juste donner un petit shout-out en anglais là, à une personne que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Emily, qui a une start-up qui s'appelle Whale Seeker. Et eux, en fait, ils utilisent l'intelligence artificielle pour identifier, c'est ça, les baleines, et s'assurer qu'on protège ces animaux-là aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire au niveau de l'IA et de l'environnement. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, si ça les intéresse, définitivement, c'est un domaine qui ne demande qu'à être exploré, en fait. Très belle conclusion, mais je crois quand même qu'il faut te donner le crédit. Oui, tu es une petite goutte d'eau, mais si chacun prenait sa goutte d'eau, je pense que déjà, on s'en porterait mieux. Rapidement, Sylvain, toi qui es professeur, qui voit passer la jeune génération, mais je m'inclus, sur les bancs d'école, qu'est-ce que tu cherches, toi, à leur inculquer comme valeur? Puis si, ça fera le pont ensuite avec les questions après de responsabilité et d'éthique que j'ai goût de vous poser, mais qu'est-ce qui t'anime, toi, dans ton métier, justement, de professeur, avec toutes ces générations qui, tu dis, passera peut-être 34 ans de sa vie devant un écran? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Parce qu'on ne va pas les empêcher de consommer. Enfin, comme tu disais, le marketing, il va continuer d'exister. C'est peut-être sa forme qui va évoluer. Mais toi, qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi vraiment les valeurs qui sont les tiennes? Puis que tu te dis, OK, j'ai bien fait mon travail, s'ils repartent avec ça, les jeunes. Je vais essayer de te parler d'esprit critique et de sobriété. Je pense que la valeur qu'on doit essayer de développer le plus possible, c'est l'esprit critique. On parlait tout à l'heure de l'utilisation de l'IA au niveau du numérique par les GAFAM, et qui est une problématique. 50% de la pollution du numérique venant des appareils, le A de GAFAM, il y a Amazon, mais il y a aussi Apple. Donc, toute la fabrication des téléphones, il y a un impact énorme. Donc, à quoi ça sert d'avoir toujours le dernier téléphone à la mode? Si on continue dans la logique de l'esprit critique, il y a une statistique aussi que je trouvais très forte, qui est le fait que sur les 20 dernières années, le poids d'une page web a augmenté 115 fois. Donc, si je regarde un petit peu, parce que moi je suis un passionné de technologie, je suis sûrement la dernière génération qui a commencé ses études avec un papier et un crayon, et puis qui les a finies avec un ordinateur. Alors, je me souviens, le premier achat que j'ai fait en commerce électronique, ça devait être 2000-2001. D'accord. Amazon a commencé à vendre des livres en 99. La première vidéo sur YouTube, c'est 2005. Donc, autrement dit, ça fait longtemps que toutes ces fonctionnalités existent. C'est pas parce qu'on est né avec Insta ou Facebook qu'il y a quelque chose qui a changé. La problématique là-dedans, la métaphore que je fais souvent, c'est imaginons une auto. Donc, pour reprendre ma métaphore avec le web, qui est de plus en plus gros, de plus en plus lourd, mais qui apporte pas nécessairement plus de performance. Donc, encore une fois, une auto
qui est pas plus belle, qui est pas plus grosse, qui va pas plus vite, mais qui consomme 115 fois plus de pétrole. Est-ce qu'on l'achèterait? Donc, le problème, c'est qu'on a perdu notre esprit critique envers l'utilisation des technologies. Il y a des gros monopoles qui se sont installés, évidemment, avec les GAFAM, où, évidemment, ces monopoles entraînant une puissance financière qui permet de faire énormément d'avancées en intelligence artificielle. Alors, c'est encore une fois cet esprit critique que j'essaie de remettre de l'avant, et surtout que nous sommes en marketing, je suis professeur en marketing, je suis une grosse partie du problème. La surconsommation, aujourd'hui, si on regarde justement le dernier rapport de masse critique sur l'impact de l'influence publicitaire, on voit une augmentation de 16% année sur année au niveau de nos GES. La problématique avec ça, c'est que on vise une diminution pour 2030. Ouais. On n'est même pas proche d'être sur cette track-là. Je suis tanné d'entendre le mot croissance verte. Ça n'existe pas. Ce qui m'amène justement à la seule et unique logique qui est de sobriété par rapport à ça. Alors, comment on est capable d'avoir des comportements personnels plus sobres au niveau numérique? Comment on est capable d'avoir des entreprises qui adoptent aussi un comportement plus sobre et peut-être de faire réfléchir nos étudiants sur la différence entre le succès et le bonheur, qui peuvent être deux choses différentes. Donc, est-ce que c'est simplement le profit qui compte? Et est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise, ou si je suis employé dans une entreprise, je me base simplement sur la croissance et donc sur le profit, ou alors aussi que je tiens compte dans mes indicateurs de performance de l'impact que j'ai sur l'environnement, donc la planète, l'impact que j'ai sur les gens, donc les personnes, donc de réfléchir dans cette logique des 3 P, hein, profit, planète, personne, pour rester en français, ça marche aussi en anglais. Voilà, donc c'est de par cet esprit critique, essayer de redéfinir nos propres indicateurs de performance et d'investir notre temps et de ne pas se laisser avoir par le marketing qui est fait justement par les grandes compagnies technologiques. À qui il manque quelques P, peut-être. Voilà, exactement. Puis parce que tu poses la question, est-ce qu'on est capable de changer des comportements? On jase là, donc sans prétention, mais est-ce qu'on pourrait rêver d'une réglementation plus grande que nous, gouvernementale, voilà, quelque chose de plus grand que nous? Ou est-ce que dans votre lecture, que ce soit en étant entrepreneur ou en voyant peut-être les entrepreneurs de demain émerger, c'est aux entreprises sur qui ça repose, cette responsabilité? Ou si vous étiez ministre de l'Environnement demain, là, ce serait quoi, en lien avec le numérique, une réglementation qui ferait du sens, qui serait accessible et qui serait un bon premier pas, objectivement, pour mieux servir le climat avec nos technologies? Je pense que c'est une question... Je vais laisser Sylvain répondre. Alors, t'as le droit de rêver, n'hésite pas à complémenter ou à le voir comment tu le vois dans l'applicabilité au niveau des municipalités et autres. Si on y va purement sur le numérique, je suis persuadé qu'il y aura une loi. On a vu, par exemple, le GDPR en Europe, la loi sur la protection des données et des renseignements personnels, qui est déjà active depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, on a la loi 25 qui sort au Québec, où on a enfin le droit de refuser d'être mesuré quand on visite un site web. Donc, ce qui d'ailleurs donne du fil à retordre aux marketeurs, parce que du coup... Exactement. C'est d'ailleurs ce qui fait notre métier encore plus intéressant. Plus c'est difficile, plus c'est challengeant intellectuellement, plus on s'amuse. Mais l'idée là-dedans, c'est qu'il y aura une loi, d'accord, qui va être, si je prends l'exemple de la loi REM en France, qui est la loi qui vise la réduction de l'empreinte environnementale au niveau des entreprises.
Donc, cette loi-là, elle va obliger les entreprises à sensibiliser leur personnel, à limiter le nombre d'appareils électroniques, limiter leurs changements. En tout cas, il y a un paquet de choses. Donc, tout ça, ça s'en vient. C'est pas... j'ai pas envie d'être inquiet, j'ai envie d'être optimiste, parce que c'est inacceptable aujourd'hui que les entreprises ne soient pas capables de divulguer leur empreinte. Il y a certaines études qui sont très intéressantes autour, par exemple, de ChatGPT. Il y a une étude qui montre, justement, d'une chercheure montréalaise qui est assez intéressante sur le fait que pour entraîner le dernier modèle de ChatGPT, ça a pris 500 tonnes de CO2. Okay? 500 tonnes, c'est quoi? C'est prendre une voiture puis faire 100 fois le tour de la Terre. D'accord? Juste pour entraîner le modèle de ChatGPT 3. D'accord? On est rendu à ChatGPT 4 Turbo maintenant, avec encore plus de paramètres là-dedans. Donc, ça coûte encore plus cher environnementalement pour entraîner tous ces modèles-là. Et puis, il y a une propension à l'explosion en AI. Donc, plus il y a de points de données, plus ça va loin. Donc, la problématique là-dedans, c'est que ces entreprises-là devraient être obligées de nous dire combien ça a pris de CO2, parce qu'à la fin de la journée, le premier query qui est recommandé, qui est même proposé par ChatGPT, ça va être « raconte-moi une blague ». C'est quand même triste, quoi, de dépenser autant, de mettre autant d'intelligence. Pour commencer par « Salut, ça va? Est-ce que tu peux m'aider aujourd'hui ?» Voilà, donc en effet, ça peut plus durer, comme ça ne pouvait plus durer au niveau de la loi sur la protection des données, de se faire traquer par défaut sans notre accord. Tu sais, quand tu rentres dans un magasin, il n'y a pas quelqu'un qui va te mettre une tape dans le dos avec un tracker. Ça marche pas comme ça. Donc ça, c'est ma première partie de la réponse. Mais néanmoins, je pense qu'il faut jamais attendre après les gouvernements. Pourquoi? Parce qu'on est capable d'agir en tant que consommateur. Donc il y a énormément de mobilisation qui se fait. Je recommande à tout le monde de suivre la fresque du climat, la fresque du numérique, qui sont des ateliers ludiques pour comprendre tous ces liens, tous ces impacts, qui nous fait ressortir aussi avec une forme de positivisme et d'action qu'on peut prendre chacun au quotidien. Alors ça va avec des choses aussi simples que faire attention à l'eau qu'on utilise chez nous, la durée de la douche, si je parle de la fresque du climat, ou alors la fréquence où on change son téléphone. Ou le facteur 100 entre le fait d'envoyer un message texte ou d'envoyer un texto par un messenger de Meta ou autre. Donc ça coûte 100 fois plus d'empreintes pour se donner rendez-vous un jeudi soir dans un bar au centre-ville. Voilà, il y a toujours la pertinence de nos actions. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Fait que ça viendra, selon toi, quand même, cette dimension réglementaire. Là, tout à fait. On en est au balbutiement, de toute façon, de la prise de conscience sur le numérique et l'IA, mais c'est bien. Je pense que oui, ça prend... que tout le monde, en fait, s'équipe de bonnes balises pour pouvoir répondre à cette grande dimension-là. Puis, de ton côté, oui, tu dis que c'est une goutte d'eau, ce que vous faites, mais c'est quand même majeur, Nézan, mais... comment vous mesurez? Est-ce que vous le mesurez? Est-ce que vous êtes capable de dire, vu qu'on utilise l'intelligence artificielle, est-ce que vous êtes sensibilisé déjà à ça quand on l'utilise au quotidien, je veux dire que ça dépasse ChatGPT et le commun des mortels? Là, vous êtes une entreprise, vous l'utilisez comme vraiment une principale, un vecteur de votre entreprise totalement. Comment tu t'as pensé? Bon, Planète, ton P, toi, il est rencontré clairement, mais personne et profit, comment même tu te deals intérieurement avec croissance et climat? Est-ce que tu es tiraillé? Est-ce que tu es bien? Comment on est dans les bottes d'une entrepreneur en IA qui agit pour le climat? Tiraillé. Et je pense que peut-être j'aurais voulu avoir l'avis de Sylvain en premier, parce que je trouve que c'est quand même très complexe comme question, cette histoire de régulation, parce que on est quand même dans une optique de compétition à l'international. Donc, ça veut dire que par rapport à n'importe quel utilisateur du web, si tu vas sur ton chat GPT version, je sais pas, ça pourrait être un autre nom, ça pourrait être une autre compagnie, et que tu trouves que finalement, il y a une autre version d'IA qui répond mieux à tes besoins,
Souvent, en tant que consommateur, on ne va pas se dire, OK, cette version-là est meilleure, mais elle est meilleure pour l'environnement aussi. On va souvent dire, j'ai un devoir à finir, là, je vais aller sur la meilleure version. Et ce qui arrive, c'est qu'au final, peut-être que c'est les consommateurs, justement, comme tu disais, Sylvain, qui peuvent aiguiller les choses, parce que dans une optique capitaliste, avec en plus la compétition à l'international, j'ai du mal à voir comment est-ce que... en tout cas, peut-être que je suis pessimiste, hein, peut-être. Mais c'est quand même difficile de se dire, OK, on va être moins performant, peut-être, juste pour utiliser moins de CO2, sachant qu'au final, tu compétitionnes contre des gens de partout dans le monde, des entreprises de partout dans le monde. Ou est-ce que même s'il y avait une régulation d'un côté, est-ce qu'on va aussi avoir la même régulation dans un autre pays? Tu sais, c'est des vraies questions à poser. Cela dit, je partage quand même l'optique de Sylvain au niveau de l'optimisme. Il y a eu quand même quelques décennies, il y a eu des scientifiques qui ont levé une alerte concernant un trou dans la couche d'ozone. Et les États se sont mis ensemble. Et les compagnies aussi ont fait du travail. Et on est en train de... Je ne sais pas s'il a été résorbé complètement ou s'il est en mesure d'être résorbé, mais on a fait beaucoup de bon travail à ce niveau-là. Donc, je pense que l'humain est créatif, surtout lorsque on est proche du mur, malheureusement. Donc, la question, c'est est-ce qu'on va attendre encore? Est-ce qu'il est encore possible d'attendre? Est-ce qu'il est encore possible d'attendre? Et est-ce qu'on va... Quand est-ce qu'on va réaliser en tant que consommateur peut-être qu'on est proche du mur? Parce que souvent, dans l'optique capitaliste, malheureusement, l'impression que j'ai, c'est que les consommateurs poussent. Et de plus en plus d'entreprises maintenant essayent d'être vertes. Mais ça, c'est juste mon avis, ça n'engage que moi. Mais j'ai l'impression que les entreprises sont vertes souvent parce que... Ça vend. Ça vend, justement. La vision que les consommateurs ont de l'entreprise est importante et c'est pour ça qu'ils sont verts. Ça commence à bouger aussi à ce sujet-là, hein, tranquillement, dans l'écosystème montréalais. On parle d'éco-blanchiment, de tout ça. Ça est en train d'émerger, ces vraies problématiques. Donc, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode de podcast. Je pense que les auditeurs et auditrices vont être comme moi, c'est-à-dire un peu sur leur faim quand même, d'avoir entendu ces bribes de réflexion que vous nous apportez aujourd'hui. Mais on va quand même tranquillement transiter vers une fin d'épisode. Et vous pourrez retrouver absolument tout le contenu que vous proposez, évidemment sur Internet, hein, puisque c'est là que vous vous trouvez. Mais à titre un peu plus personnel, j'avais quand même envie de vous... Voilà, on a soulevé des problèmes, on a soulevé parfois du pessimisme, etc. Mais est-ce qu'il y a cette année ou récemment une innovation numérique ou dans l'IA, si tu as des collègues, tu as parlé d'une entrepreneur dont tu as souligné l'entreprise, qui vous a marqué et vous vous dites finalement intellectuellement l'humain est capable du meilleur. Cet exemple en est la preuve. Si je brise la glace, dans mon cas c'est Ocean Cleanup, là, c'est un jeune qui a lancé un projet de bateau qui littéralement nettoie avec des immenses filets le Pacifique et qui récolte des quantités astronomiques de plastique. J'invite à suivre leur compte Instagram parce que ce qu'ils révèlent c'est incroyable. Donc voilà, moi mon petit cue c'était celui-ci. Sylvain, toi, rapidement, est-ce que tu les vois passer? Est-ce que tu as un exemple à me donner? Je te dirais que j'ai plutôt envie de mettre l'accent sur les changements de comportement globaux. Tu parlais au niveau personnel, il y a une phrase qui résonne énormément dans ma tête, qui est une phrase de l'anthropologue Jason Uncle, qui nous dit que c'est une heureuse coïncidence que pour survivre, il faudrait aussi faire ce que nous devrions faire pour être heureux. Donc ça ramène au concept de sobriété. Tu l'as mentionné, Nathan, c'est sûr qu'au niveau des efforts qu'on met en tant que consommateur, on a le choix d'acheter le dernier téléphone ou de garder son téléphone pendant 7-8 ans. Mais on a aussi le choix, en tant que travailleur, d'aller donner notre 40 heures semaine à une entreprise qui fait du sens, est-ce qu'elle est un moteur
de la croissance des GES ou alors est-ce que c'est une partie de la solution? Et c'est là où je te trouve d'une humilité resplendissante parce que c'est fabuleux en tant qu'entrepreneur de s'attaquer à de vrais sujets comme ça. Tu pourrais, je suis sûr, travailler pour les compagnies que j'ai nommées tout à l'heure et faire 100 fois plus d'argent, mais tu as décidé, je suppose, hein, de changer tes critères, sûrement de travailler sur les 3 P et les autres piliers sont aussi importants. Ouais. Et donc, c'est là où, si on n'oublie pas que 75% des GES sont issus des entreprises, même si les entreprises sont, en effet, on est parti sur une logique de croissance capitaliste, sur une planète qui a plus vraiment de ressources à nous offrir. Donc, nous avons le choix en tant qu'individus aussi de dire moi je ne veux plus travailler dans cette logique-là, comme a fait Nathan avec son entreprise. À la base entrepreneuriale HEC Montréal, on aide que des entreprises à impact. Donc tu me demandais des exemples, il y a peut-être 2 alumni qui me viennent en tête. On a Charles Lebrun de la compagnie Off the Grid, qui, lui, voyait des vélos dans des gyms et qui s'est dit, voyons donc, il y a ben de l'électricité qui est fabriquée avec ça. Il a inventé une technologie où est-ce qu'il renvoie l'électricité qui est faite par les appareils, dans ce cas-là, par les vélos, dans le circuit électrique. Donc, est-ce que c'est une goutte d'eau dans le changement ? Sûrement, mais comme tu disais tout à l'heure, tu as aussi une goutte d'eau, mais c'est à force d'avoir toutes ces gouttes d'eau. Il y a une autre entreprise qui est Oh My Load, donc Jessica Lahaye, qui, eux, ont décidé de s'attaquer à quelque chose qu'on fait tous, qui est le lavage. Okay ? Puis évidemment, on consomme énormément d'eau, nos machines à laver, il y a beaucoup de plastique et autres. Donc eux, ils ont mis en place un processus qui permet de réduire énormément cet impact écologique. Et en plus, un petit peu comme le font les fermes LUFA et autres, de prendre ton linge sale et de te le ramener chez toi, tout beau, tout plié. Donc j'ai envie de dire que c'est cette... et on assiste clairement à ce changement-là au niveau entrepreneurial aujourd'hui, d'entreprise à impact. Et ça nous donne énormément d'espoir pour le futur. Toi, Nissan, est-ce que tu as une entreprise qui te pop de plus que celle que tu nous as citées tantôt? Et on terminera tranquillement après. Oui, j'ai 3 personnes qui me viennent en tête. Donc, et je sais qu'il y en a tellement. C'est juste que c'est les 3 que j'ai en ce moment. Donc, Émilie Chary, pour ceux qui veulent aller voir ce qu'elle fait, son entreprise, c'est une B Corp en plus, sont vraiment dans l'impact. Mais aussi, j'ai 2 personnes qui me viennent en tête, juste parce qu'elles viennent d'être choisies en fait par la presse dans les vrais influenceurs. Justement, on parlait d'influenceurs et c'est Ravi Pour et Stéphanie, je crois. C'est 2 personnes qui travaillent pour amener la littératie numérique à plus de personnes et des personnes sous-représentées aussi dans tout ce qui est numérique, intelligence artificielle, parce que des fois, bon, c'est sûr que c'est bien que nous tous, on essaie de faire quelque chose, mais souvent aussi, c'est possible que les très, très bonnes idées soient dans le cerveau de personnes en ce moment qui, pour l'instant, ils pensent qu'ils ont rien à faire dans l'intelligence artificielle, juste parce que c'était pas leur background ou parce que ils ont pas un entourage qui les encourage dans tout ce qui est numérique. Et ces 2-là, Ravi Pour et Stéphanie, je crois, elles essaient de pousser un petit peu pour que ça devienne plus inclusif, ce débat. Et je pense que peut-être que grâce à leur travail, on va aller chercher plus de cerveaux, plus de très bonnes idées. Et toutes les gouttes mises ensemble vont pouvoir faire un effet. J'adore. On a eu le privilège de recevoir Ravi sur le balado de la Jeune Chambre de Commerce, donc on est déjà passionné par ce qu'elle offre et effectivement, c'est tout à fait de valeur. Rapidement, puis pour conclure, Sylvain, tu as employé à plusieurs égards le mot « changement » et à la Jeune Chambre de Commerce de Montréal, on
on scande maintenant, depuis la rentrée, le changement passe par vous. Donc, c'est vraiment une dynamique dans laquelle on s'inscrit pour la relève d'affaires. On y croit aussi que tout plein de gouttes d'eau mis bout à bout, ça fait tranquillement un océan avec des valeurs aux bonnes places. En un mot, hein, s'il vous plaît. Le prochain changement pour vous, petit pas que vous faites à titre perso ou pro, moi j'ai retenu que je ne changerai peut-être pas mon téléphone cette année. Ça contribuera modestement. Mais Nathan, toi, ce serait quoi pour le climat, prochain petit pas? Prendre des douches moins longues. C'est très, très dur en hiver, mais on essaye. On est capable. Peut-être qu'une entreprise va créer des timers où tout s'arrête. Ouais. Sylvain? Choisir la sobriété ou essayer de tendre vers la sobriété dans n'importe quelle action que je prends et puis me demander si j'en ai vraiment besoin pour être heureux, tout simplement. J'adore. Ouais. Merci beaucoup pour cet épisode, ô combien fascinant, mais trop court, mais on adore. Nathan, Sylvain, merci infiniment. C'était absolument fantastique. Merci beaucoup. Un grand merci à toi. Merci.